Avant d'être embauchée à temps plein dans un lycée non loin d'Austin, au Texas, j'étais remplaçant. J'intervenais dans de nombreuses classes, principalement en mathématiques. En tant que remplaçant, j'avais souvent plus d'heures creuses, car je travaillais surtout en fonction des besoins. Cette journée avait commencé comme toutes les autres. J'avais 4 cours à assurer ce jour-là. Voilà comment je me suis retrouvée plongée au cœur du monde des mathématiques ce jour-là. En tant que remplaçant, j'appréciais généralement les cours de sciences. Souvent, il suffisait de projeter un documentaire instructif et de distribuer un questionnaire. Une formalité. Mais les maths, c'était une toute autre paire de manches. Là, il fallait réellement enseigner. Après avoir récupéré les clés des 2 salles à l'accueil, je me suis dirigée vers le couloir des mathématiques, situé en bas des escaliers, à l'extrémité gauche du bâtiment. Géométrie, algèbre, toutes les classes de ce professeur particulier m'attendaient. L'aventure pouvait commencer. Ce jour-là, j'avais en charge les cours de 2e, 3e, 7e et 9e heure. Ayant déjà assuré les 2 premiers, je disposais d'environ 1h30 avant mon cours de 7e heure. La plupart de ce temps, je suis restée dans la salle de classe de mon dernier remplacement, vide pendant les 2 périodes suivantes. Je jonglais sur mon ordinateur portable entre des tâches professionnelles et des distractions personnelles. À la 6e heure, une autre classe investirait les lieux, et je migrerais alors vers la salle des professeurs, à l'arrière de l'établissement. Alors que la 2e sonnerie retentissait, annonçant le début de la 6e heure, je me retrouvais à arpenter les couloirs déserts en direction de la salle des professeurs. Je connaissais bien cet endroit, qui se résumait souvent à quelques remplaçants quand il y avait quelqu'un. La salle des professeurs se niche dans un coin reculé de l'établissement, près d'une entrée dérobée accessible uniquement par badge. Je déposais mes affaires sur une table de la salle vide, et c'est alors que j'entendis frapper à la porte de derrière. Intriguée, je m'approchai et découvris un homme soigné, les cheveux courts grisonnants, vêtu d'une chemise boutonnée glissée dans un pantalon kaki, le tout recouvert d'une veste noire. Il avait l'allure d'un professeur, de ceux qu'on imagine volontiers derrière un pupitre. Son regard croisa le mien à travers la vitre, et un sourire chaleureux illumina son visage. D'un geste invitant, il me fit signe d'ouvrir la porte. Curieux, je m'enquis. « Êtes-vous enseignant dans cet établissement ?» Sa réponse fut affirmative. « Enchanté, je m'appelle Monsieur Abrams. » Aujourd'hui, ma carte d'identité brillait par son absence. Je lui ouvris la porte, et un « merci » rapide s'échappa de ses lèvres avant qu'il ne se précipite à l'intérieur. Un détail attira mon attention. Sa main droite avait disparu, enfouie dans sa poche. Il avançait d'un pas vif, déterminé. On aurait dit qu'il connaissait parfaitement son chemin. Il se dirigeait en réalité vers le couloir des mathématiques. Un frisson me parcourut l'échine. Avais-je commis une erreur en le laissant entrer sans vérifier son identité? Sans perdre un instant, je me précipitais vers mon ordinateur portable et affichais l'annuaire du personnel, accessible à tous les employés de l'établissement. Je cherchais le nom de Monsieur Abrams. L'écran me renvoya un résultat glaçant. Aucun enseignant de l'école primaire au lycée ne portait ce nom. Pas un seul. Prise à la gorge par un pressentiment funeste, je n'eus d'autre alternative que d'alerter la réception, persuadé qu'un imposteur s'était introduit dans l'enceinte de l'établissement, se faisant passer pour un professeur.
l'alerte fut prise au sérieux. L'école déclencha immédiatement un confinement général, sommant chaque classe de verrouiller ses portes et d'éteindre les lumières, signalant une situation de détresse imminente. Soudain, un tumulte éclata dans le couloir des mathématiques. Poussé par une curiosité mêlée d'appréhension, je m'avançai prudemment. Des coups violents résonnaient contre une porte, accompagnés des hurlements d'un homme au paroxysme de la rage. « Maria, ouvre! Je sais que tu es là. » Ce jour-là, je remplaçais une enseignante du nom de Maria. Plus tard, un incident étrange se produisit. Sans certitude absolue, je crois que l'homme qui défonçait une porte à coups de pied s'attaquait à l'une des classes où j'avais officié plus tôt. En un temps record, la police encercla l'établissement, surgissant de toutes parts pour appréhender l'individu. Je n'ai pas été témoin direct de la scène. Tout se déroulait dans le couloir en contrebas, et les forces de l'ordre interdisaient l'accès. La semaine où j'ai remplacé Maria, dont je tairai le nom par respect pour sa vie privée, elle était absente, prétextant une grave maladie. Un homme, son ex-mari à ce qu'il paraît, est arrivé à l'école, frappant violemment à la porte. Selon la rumeur, Maria lui avait fait subir quelque chose d'horrible. Difficile de nier cette rumeur, vu qu'il s'est présenté avec une arme. On supposait qu'il était venu pour la tuer, puis se suicider. Personne ne savait où Maria s'était cachée pour échapper à son ex-mari, ni toute la vérité sur cette affaire. Elle n'est pas revenue travailler avant plusieurs mois. Je rends grâce à Dieu à chaque instant, soulagé qu'il n'y ait eu ni blessé ni mort, car c'est moi qui avais laissé entrer cet homme. Le poids de cette responsabilité m'aurait accablé à jamais. Voici une histoire racontée du point de vue d'une jeune femme à l'université. J'étudie dans une université du Massachusetts. Aujourd'hui, je vis hors campus, en dernière année. Mais cet événement s'est produit lors de ma première année, alors que je résidais encore dans les dortoirs. Il faut savoir que, dans chaque bâtiment, les étudiants de première année occupent toujours le rez-de-chaussée. C'était un semestre d'hiver, et ce jour-là, le froid mordait. Je venais de terminer mon dernier cours vers 17h. Notre professeur nous avait libérés plus tôt que prévu. La nuit était déjà tombée alors que je regagnais ma résidence universitaire. Une obscurité précoce enveloppait le campus, accentuant la sensation de froid glacial qui me saisissait à chaque pas. Alors que je retournais vers ma résidence, mon téléphone vibra. Un message de l'université s'afficha, alarmant. Attention, l'ensemble du corps professoral et du personnel est prié de se réfugier immédiatement dans un bâtiment sécurisé. Un individu suspect rôde sur le campus, s'approche des femmes avec des remarques grossières et menaçantes et prétend être armé. Le message précisait que la police universitaire était au courant de la situation et en état d'alerte maximale pour appréhender l'individu. Instinctivement, j'accélérai le pas, désirant plus que tout atteindre la sécurité de ma résidence. Un sentiment d'appréhension me saisit. Chaque quelques secondes, je me retournais, scrutant les alentours. Soudain, je remarquai une silhouette non loin derrière moi. Un homme, enveloppé dans un manteau d'hiver massif, se tenait là, silhouette sombre contre le paysage. De loin, il était impossible de deviner son âge. Peut-être était-ce simplement un étudiant, se disais-je, cherchant à me rassurer. La paranoïa commençait à s'insinuer. Après tout, le texte que j'avais lu ne mentionnait nulle part la couleur de peau de cette personne.
C'était mon esprit qui tissait ces suppositions. Je me suis précipitée vers mon immeuble et une fois arrivée, je me suis engouffrée à l'intérieur. Chaque entrée des résidences universitaires est protégée, nécessitant l'usage de la carte d'étudiant. J'ai franchi le seuil. La première porte s'est refermée derrière moi, puis j'ai poussé la seconde. C'est alors qu'un fracas soudain, provenant de la première porte, me fit sursauter. Le cœur battant la chamade. C'était lui, l'homme derrière moi, il y a un instant. Il me demandait si je pouvais ouvrir la porte. J'étais sur le point de l'ignorer, mais il a murmuré « S'il vous plaît, j'ai froid ». Je me suis retournée pour le regarder. Son visage exprimait une supplication silencieuse. « Vous habitez ici ?» ai-je fini par demander. Au 3e étage, un homme. Pourtant, il éludait obstinément ma question, esquivant à 2 reprises le numéro de sa chambre. « Je suis désolée, mais je ne peux vous laisser entrer », insistai-je. C'est alors qu'un torrent d'ordures a jailli de sa bouche, des mots si vils que je refuse de les répéter. Puis, il s'est mis à lécher la vitre, tout en me détaillant les atrocités qu'il me ferait dès qu'il franchirait le seuil. Folle de dégoût, je me suis précipitée dans ma chambre, claquant la porte derrière moi. L'obscurité y régnait. Aussi, j'ai allumé la lumière. Mon colocataire n'était pas encore rentré. Immédiatement, j'ai envoyé un message à notre groupe de dortoir. Je crois que l'homme inquiétant dont l'école nous avait avertis se trouvait devant la porte de l'immeuble. « N'approchez surtout pas », ai-je prévenu. Tous ont répondu la même chose. Un écho de prudence partagée. J'ai paniqué, composé le numéro de la police universitaire, trouvé sur leur site web. D'emblée, je leur ai signalé la présence d'un homme inquiétant, armé près de notre résidence étudiante. Lorsqu'ils m'ont demandé s'il était toujours là, instinctivement, je me suis approchée de la fenêtre pour vérifier. Un cri strident, né de mes entrailles, déchira le silence pendant 3 secondes interminables. Derrière la vitre, un homme souriait, un sourire qui glaçait le sang. Il secouait la tête, sa langue exécutant un mouvement obscène qui me fit frissonner d'horreur. La panique me submergea. Je suppliai l'agent au téléphone d'envoyer la police, immédiatement. Chaque seconde comptait. Soudain, l'homme s'élança, disparaissant dans l'obscurité impénétrable, avalé par la nuit, dès qu'il eut franchi le halo tremblant des lampadaires. Mes sanglots redoublèrent, tandis que je pressais l'agent de se dépêcher. L'attente fut insoutenable. Enfin, un policier arriva. Je le fis entrer, le cœur battant la chamade, et lui décrivis l'homme avec une précision maladive. Son regard grave me rassura à peine. Il me conseilla de rester enfermé dans ma chambre, de ne surtout pas en ressortir avant le matin. La nuit s'annonçait longue, très longue. Il m'a conseillé de dire à tous mes amis de l'immeuble de faire de même. Un message supplémentaire a été envoyé à tous les résidents. La traque de cet homme a duré toute la nuit, apparemment. En vain. 6 paroles, elles étaient plus que troublantes. Elles hantent encore mes pensées. Il n'y avait pas d'armes visibles, mais ces poches de manteau démesurées pouvaient dissimuler n'importe quoi. Suite à cet incident, la sécurité fut renforcée sur le campus durant toute la semaine. En 2e année, chaque jour était ponctué d'une activité extrascolaire différente. Le lundi était dédié à l'art, le mardi à la musique et le mercredi à la bibliothèque, ainsi de suite. Dès la 2e année, les enfants étaient autorisés à se rendre aux toilettes seuls, à condition d'obtenir la permission,
et d'emporter le laissez-passer spécial désigné par l'enseignant. Dans mes souvenirs d'enfance, une image persiste, nette et presque tangible. Un énorme crayon en plastique vert. Il servait de laissez-passer pour les toilettes durant les cours d'art. Un détail anodin en apparence, mais qui prend une dimension presque dérangeante avec le recul. J'étais un enfant un peu étrange, il faut l'avouer. Peut-être souffrais-je de troubles sociaux non diagnostiqués, car il m'arrivait souvent d'agir de manière imprévisible. Par exemple, la règle était claire. Il était formellement interdit de s'emparer du crayon et de quitter la salle de classe sans autorisation préalable. Un après-midi, en plein cours de dessin, alors que notre professeur parcourait les rangs, prodiguant ses conseils avisés à chacun, une idée me traversa l'esprit. Subrepticement, je me levai, empoignai un crayon de cire en plastique et sortis discrètement de la salle de classe, prétextant un besoin pressant. Les toilettes se trouvaient au bout d'un long couloir. Je m'y engouffrai et, fidèle à mes habitudes d'enfant, je m'assis sur la cuvette. C'est à ce moment précis que la voix grave du haut-parleur retentit, annonçant le confinement général de l'établissement. Mon cœur s'est emballé, tambourinant dans ma poitrine. Me voilà, coincé à l'extérieur de la salle de classe, en plein confinement. La terreur m'étreignait. Je ne sais plus si j'avais terminé d'uriner, mais je me souviens m'être précipité hors des toilettes, de retour dans le couloir. La peur d'être réprimandé se mêlait à l'angoisse ambiante. Toutes les portes de la classe étaient closes, les stores baissés, les lumières éteintes. J'étais en retard, irrémédiablement. Un homme déambulait dans le couloir. Son allure ne ressemblait pas à celle d'un professeur, mais je l'ai supposé. Mon esprit, aussi vif que celui d'un enfant de cours élémentaires, me souffla de lui demander « Excusez-moi, je suis enfermé dehors. » Je me souviens vivement, il m'a répondu « Ah, c'est bon, viens avec moi, je sais où aller. » Il a saisi ma main et nous avons commencé à marcher dans la direction qui semblait être celle de la sortie de service. C'est alors que j'ai entendu une voix de femme familière crier mon nom, Troy, derrière nous. C'était Miss Green, mon professeur d'art. Elle a hurlé à l'homme de me lâcher et m'a attrapé par le bras, me tirant vers la salle d'art. Une fois à l'intérieur, elle ferma la porte à clé et me gronda doucement. Je me souviens avoir vu l'inquiétude dans ses yeux, peut-être même des larmes. Le confinement dura bien une demi-heure, au moins. Pendant tout ce temps, la confusion m'envahissait. La peur me serrait le cœur. Et par-dessus tout, j'étais mortifiée par tous les regards que me lançaient mes camarades. Le moment tant redouté prit fin lorsque la voix du proviseur résonna dans les haut-parleurs, annonçant la levée du confinement. Peu après, ma professeure d'art décrocha le téléphone, probablement pour joindre le secrétariat. Les mots qu'elle prononça eurent un impact immédiat, précipitant la fin de la journée scolaire. Je serai éternellement reconnaissante envers Mademoiselle Green. Elle a fait preuve d'un courage exceptionnel, se mettant en danger pour me protéger d'une situation potentiellement désastreuse, qu'il s'agisse d'un enlèvement ou de traumatismes émotionnels profonds. Cet événement marquant s'est produit durant ma 3e année de lycée, aux alentours d'avril ou mai 2019. Sur la côte du Mississippi, là où le soleil dore les vagues, je vivais une existence rythmée par les répétitions de l'ensemble avant de mon école. Chaque matin, le hall de musique résonnait de nos mélodies. Un jour, alors que nous étions à mi-chemin d'un morceau, un coup discret frappa à la porte
donnant sur l'extérieur. Le tumulte de la musique couvrait probablement le son, mais, posté sur le pourtour de l'ensemble avec ma contrebasse, j'entendis clairement. Avant que quiconque ne puisse réagir, un percussionniste que je connaissais s'avança, machinalement, et ouvrit la porte. L'interdiction était formelle. Cette porte, jamais nous ne devions l'ouvrir à un inconnu. Seuls les élèves, badge d'identification visible à travers la vitre, y étaient autorisés. Pourtant, la porte claquait sans cesse, oubliant les consignes. Ce jour-là, sans doute par habitude, il ouvrit sans réfléchir. L'homme surgit, franchissant le seuil avec une détermination qui glaça le sang. Il s'avança d'une quinzaine, peut-être d'une vingtaine de pieds, son regard sombre fixé sur nous. Un latino d'âge mûr, environ 1,68 m, vêtu d'un sweat à capuche gris et d'un bermuda cargo. Mes yeux furent immédiatement attirés par ses mains, enfouies dans la poche de son sweat, dissimulant un objet lourd et menaçant. Le chef d'orchestre le vit en premier. Son geste s'arrêta net, suspendu dans l'air. Un murmure parcourut l'assemblée. Tous les regards se tournant vers cet intrus qui avait brisé la magie de la musique. Le chef d'orchestre, d'une voix à la fois hésitante et ferme, lança « Puis-je vous aider ?» L'homme, dans un anglais approximatif, répondit qu'il était venu chercher sa fille. Le chef d'orchestre rétorqua, insistant sur le fait que ce n'était pas l'endroit pour récupérer les élèves et qu'il n'aurait pas dû se trouver là. À ma grande surprise, lorsque l'homme demanda où il devait aller, le chef d'orchestre lui indiqua la direction. Sortir par les portes doubles du local de musique, tourner à droite dans le couloir principal de l'école et se rendre au bureau de l'administration. L'homme remercia le chef d'orchestre et s'éloigna rapidement dans les couloirs de l'établissement. Durant toute cette conversation surréaliste, ma contrebasse pivotait, pointant dans la direction de l'homme, devenant un improbable bouclier contre d'éventuelles balles. Je me tenais derrière, espérant une illusoire protection. Après la disparition de l'individu dans le couloir, un silence pesant s'abattit sur l'orchestre. 1 minute, peut-être plus, où chacun digérait l'impensable. Le chef d'orchestre, reprenant ses esprits, alerta immédiatement la sécurité de l'établissement. En moins de 60 secondes, l'école était en confinement total. Dans un réflexe, il éteignit toutes les lumières de la salle de musique. Nous nous sommes alors entassés, apeurés, dans les casiers à tuba, cherchant un maigre refuge. 5 longues minutes s'écoulèrent, une éternité, avant que 2 agents de sécurité armés ne déferlent dans la salle, courant à toute vitesse dans la direction empruntée par l'homme. 1 dizaine de minutes s'égrènent enfin, et le confinement prend fin. L'école n'a jamais publié de communiqué officiel concernant cet incident, et aucune source d'information locale n'en a fait état. On peut supposer que l'établissement a cherché à étouffer l'affaire, car une telle faille de sécurité aurait certainement terni son image. Plus tard, plusieurs élèves m'ont rapporté que l'homme avait commis un volume à main armée près de l'école et, poursuivi par la police, avait cherché refuge dans l'établissement, en feignant de venir chercher sa fille. Il paraîtrait même qu'une arme a été découverte sur lui, ce qui expliquerait l'objet lourd que j'avais aperçu dans la poche de son sweat à capuche. À ce jour, l'idée que je me sois tenue à environ 5 mètres d'un intrus armé à l'intérieur d'une école pendant près de 2 minutes me glace encore le sang. Bien que je comprenne que le chef d'orchestre
ait probablement tenté de garder son calme pour ne pas provoquer l'individu et risquer une fusillade. Je crois qu'il a commis une grave erreur en lui indiquant de s'enfoncer davantage dans l'établissement au lieu de lui demander de ressortir et d'entrer par la porte principale, comme le font tous les parents ou visiteurs. Si cet homme avait eu de mauvaises intentions, la situation aurait pu tourner au drame. Je suis soulagée de ne plus être au lycée, car je sais maintenant, de première main, avec quelle facilité de telles choses peuvent se produire à cause d'une simple négligence. Cette expérience, bien que brève, fut saisissante. Dans mon souvenir, j'étais une enfant, à peine sortie de l'enfance, scolarisée dans une école privée catholique. J'étais en classe de CM1. Là-bas, les exercices de confinement étaient monnaie courante. Presque toutes les 2 semaines, nous avions droit à l'un d'eux. Et à chaque fois, l'excitation montait d'un cran dans la classe. Quand nous étions enfants, pour une raison obscure, cela nous amusait beaucoup. Tout cela nous semblait être une plaisanterie à cet âge. La moitié des enfants ne réalisait même pas pourquoi nous nous entraînions, et l'autre moitié, qui comprenait, n'imaginait jamais qu'un véritable confinement puisse se produire. Un jour, pourtant, c'est arrivé. Une voix provenant du bureau de l'administration a retenti dans l'interphone, annonçant que nous passions en confinement et que ce n'était pas un exercice. L'annonce a d'abord déclenché des rires étouffés, comme si braver le confinement était un acte de rébellion adolescente. Mais personne n'aurait pu prévoir ceux qui allaient suivre. Quand notre professeur, visiblement inquiet, s'est précipité pour fermer la porte, éteindre les lumières et nous a intimé l'ordre de nous réfugier dans un coin, la réalité nous a frappés de plein fouet. Il ne s'agissait pas d'un simple exercice. Quelque chose de grave se tramait. Nous nous sommes alors blottis les uns contre les autres, terrifiés, dans l'angle de la pièce. Chaque porte était munie d'une étroite fenêtre de verre, invitant à la discrétion. Un silence pesant régnait, palpable comme une étoffe épaisse. Soudain, il fut déchiré par des hurlements déments, émanant des couloirs labyrinthiques. Une voix masculine, isolée, se tordait en un cri primal. Des mots incohérents, un chant macabre, s'échappaient de sa gorge, brisant l'atmosphère glaciale d'une manière terrifiante. Les hurlements se rapprochaient, et je me souviens de la peur panique qui nous étreignait. Les cris se firent assourdissants, juste devant la porte de notre classe. Des coups violents la firent trembler, arrachant des cris d'effroi et des sanglots à plusieurs d'entre nous. L'homme, de l'autre côté, vociférait, sa voix déformée par la haine. « Votre Dieu est mort. Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Vous allez tous brûler !» Notre professeur, visiblement inquiet, tentait de nous apaiser, tandis que les hurlements redoublaient d'intensité. Un homme vociférait, sa voix résonnant à travers le couloir. « Je vous entends là-dedans, je vous vois, ouvrez cette porte. » 6 paroles, incompréhensibles pour moi à l'époque, résonnent aujourd'hui comme des invectives islamiques, une tentative de salir notre propre foi. J'étais bien trop jeune pour saisir l'ampleur de la situation sur le moment. Les coups contre notre porte cessèrent brusquement, mais les cris persistèrent, s'éloignant dans le couloir, sans toutefois disparaître complètement. L'homme, pris d'une folie furieuse, poursuivait son chemin à travers les couloirs. Les cris de l'homme, perçants et désespérés,
finirent par se noyer sous un tumulte de voix masculines. Un vacarme assourdissant envahit les couloirs, signant, selon toute vraisemblance, l'instant précis de sa neutralisation, œuvre de la police ou de la sécurité. L'ordre fut donné de maintenir le confinement, une épreuve qui s'étira bien au-delà de l'incident. Enfin, le signal tant attendu retentit, annonçant la fin du confinement et par conséquent la suspension des cours. Un à un, les parents furent contactés, invités à venir chercher leurs enfants, ramenant avec eux le silence et l'écho de cet après-midi hors du commun. Heureusement, ma mère ne travaillait pas et a pu venir me chercher immédiatement. L'expérience fut quelque peu traumatisante. Nous étions tous si jeunes que nous ne saisissions pas vraiment la gravité et l'étrangeté de la situation. Au final, j'étais juste soulagée qu'il n'y ait pas eu de blessés.